Pendant 7 jours, j'ai laissé le hasard décider de mes lectures. Chaque jour, la pâle roulette a tiré au sort un titre BD, manga, comics, tout était possible. J'y ai trouvé des univers inattendus, des coups de cœur et des surprises moins agréables. Une semaine pleine de surprises que je t'invite à revivre dans cette vidéo. Je vous explique, hier je me suis tapé une déterre de remettre dans la pâle roulette toute la pile à lire que j'ai. Il y a de tout dans cette pâle roulette. Je me suis limité à rien. Les tomes, voilà, vous la voyez par exemple, je vous l'affiche pendant quelques secondes. Hop, je vais me décaler d'ailleurs, je laisse de la place à cette pâle roulette. Vous avez vu par exemple, il y a le tome 41 de My Hero Academia. Peut-être que ça n'intéresse pas grand monde d'entre vous, mais au moins vu qu'il y en a 7, c'est pas grave. Voilà, j'ai mis les tomes 2, j'ai mis les tomes 3. Je sais ce que vous voulez, que j'appuie sur le bouton magique pour lancer la pâle roulette. On va le faire à 3, 2, 1. Elle est partie. Alors moi, évidemment, ça se déroule ici, mais vous allez pouvoir voir de votre côté, il y a vraiment de tout. Hein. Du Marvel, du Panini, du Marvel, du DC. Bref, il y a de tout. Et on va partir d'abord sur un manga que j'ai emprunté hier à la médiathèque. Comme quoi, c'est Lost Lad London, tome 1. Je ne sais rien, ce titre. Voilà. En fait, j'ai flashé déjà sur le titre. Je trouve qu'il y a il y a une consonance qui est très sympathique avec cette allitération en London. Lost Lad London. J'adore. Mais surtout, apparemment, on va partir sur une enquête de ce que j'ai compris. J'ai lu hier et je ne l'ai pas relu depuis le résumé. Mais on a un personnage qui va être accusé d'un crime qu'il est persuadé de ne pas avoir commis. Et il va se tourner vers un ou une flic qui a été traumatisé d'avoir fait accuser la mauvaise personne et qui s'est juré de plus faire ça. Et du coup, de mettre en tôle que des personnes coupables. Donc ça, apparemment, ça va être... c'est en 2-3 tomes, je crois. C'est vraiment très court. Avec cette cover que je trouve vraiment très très sympathique. Très très jolie. Et puis surtout les dessins à l'intérieur qui font pas du tout penser à du manga. Regardez, hein, on est beaucoup plus sur la franco-belge ou le comics, clairement. Donc, écoutez, un manga qui sort des codes du manga, moi j'ai hâte de découvrir ça. Du coup, je vous en parle dans quelques secondes pour vous. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, si c'est cet après-midi, demain en tout cas. On est parti. Let's go. Allez les amis, on est toujours le 9 mars, j'ai lu le bouquin, ça y est, depuis une petite heure. Je voulais faire directement à chaud, sauf que j'attendais que mon voisin de merde arrête de gueuler. Chose qu'a priori, il est pas prêt à l'arrêter. Bon, c'est pas grave. Bon. Je vais quand même vous en parler, on essaiera au montage d'enlever les cris d'animaux. Voilà, c'est toujours très agréable de vivre ici. On a tiré au sort Lost Lad London. Je vous avais même pas dit l'auteur d'ailleurs, c'est de Shima Shinya, que je connais pas du tout. Et effectivement, le pitch, je vous l'avais dit brièvement, mais en gros c'est ça. Hein. On va suivre le personnage de Hal, qui est un jeune homme d'origine asiatique, mais qui habite à Londres, qui a été adopté par des Anglais. Là, il vit en colocation avec un ami à lui, il est dans ses études. Et un jour, alors qu'il prend le métro, il va tout simplement être au mauvais endroit au mauvais moment, puisque le maire de la ville est retrouvé assassiné dans le même métro. Lui, il voit pas trop au début le lien, puisqu'il se rappelle même pas qu'il a pris le même métro que ce gars-là, donc... mais c'est son coloc qui va dire « Mais putain, ça aurait pu être toi et tout, ça ferait l'heure à laquelle t'as pris le métro, quoi. » Et bon, la coïncidence s'arrête là, sauf qu'il retrouve dans son manteau un couteau ensanglanté, qui ressemble vachement à l'arme du crime. Et c'est à ce moment-là que un flic décide de sonner chez lui en disant « Écoutez, vous auriez pas été dans un métro hier soir, lié à un crime ?» Et Hal va décider de se confier à lui, en lui disant « Alors si, et en plus j'ai retrouvé un couteau dans ma poche, mais je vous jure, c'est pas moi. » Et le flic, en fait, a vécu une enquête un peu traumatisante, il y a quelques années, qui a fait incarcérer un innocent, et ils décident donc de croire Hal, et ensemble ils vont mener leur enquête pour comprendre pourquoi c'est lui qui a ce couteau-là, qui essaye de le piéger, et qu'est-ce qui a bien pu se passer. Ce que je vous résume, c'est le tout début de ce premier tome. Ça va beaucoup plus loin dans l'enquête. Mais le plus important, évidemment, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Lost Lad London que je me suis imposé tout seul. Alors, je suis mitigé positivement. Pareil, faut me suivre. En gros, il y a plein de trucs que j'ai adoré. J'ai adoré les personnages.
surtout Hal et le policier. J'ai bouffé son nom au policier, c'est dommage. Mais Ellis, voilà, Ellis, il s'appelle le policier, qui est grosso modo un Idris Elba. Hein, c'est un flic policier noir, très grand, très costaud, britannique. J'ai pensé à Idris Elba tout le long. Voilà. Je pense que si ça devait être adapté en film, en série, on aurait notre acteur. Mais, comme je vous avais dit, déjà, les deux personnages, moi, je les trouve vraiment super bien. Et ça, c'est notamment grâce au dessin. Je trouve qu'ils ont une vraie expression, une vraie vie à l'intérieur d'eux. Je les trouve vraiment très expressifs. Et ça aide vachement. Est-ce que dans la narration et dans le scénario, ils sont aussi bien caractérisés ? Oui et non. Il va falloir un peu plus que ça. Notre personnage principal de Hal, en vérité, on n'a pas grand-chose qui le caractérise pour l'instant. Au contraire, Ellis, il est caractérisé plutôt par ses faiblesses et par ses fêlures, pour l'instant, que par ses forces. Ce qui est hyper intéressant, ouais. Mais un des points forts de ce manga, c'est que ça ressemble pas à un manga. Alors je dis un de ses points forts, attention, j'ai rien contre les mangas, hein. Mais les dessins ressemblent pas à du manga, les personnages ne sont pas japonais, le setup est pas au Japon mais à Londres. Bref, il n'y a pas grand chose qui fait penser au Japon. Si ce n'est, tu vois, le sens de lecture et le noir et blanc, quoi. Mais ça crée un déséquilibre qui t'enlève un peu tous tes repères, et c'est vachement agréable. Maintenant, si on parle de l'enquête elle-même, bon, je trouve que les ficelles sont un peu grosses. Voilà. Je trouve qu'on n'est pas dans le polar ou dans le thriller hyper haletant qui, voilà, que tu vois pas venir, etc. Non, tu vois un peu tout venir. Tu sens que c'est fait peut-être pour un public un peu plus jeune qui n'a pas forcément l'habitude de lire ça. Ce qui en fait aussi une force, tu vois. Maintenant, le gars qui a l'habitude de lire du thriller, du polar, il va peut-être un peu s'ennuyer, et surtout tu te dis, waouh, c'est gros quand même. Ah, c'est gros. C'est-à-dire que tout ramène à lui, tout est... Les hasards sont trop gros, tu vois. Du coup, je vais quand même aller sur la suite, moi. Parce que je la veux quand même, la suite de cette histoire. C'est pas un coup de cœur absolu, mais c'est une curiosité que je suis très content d'avoir explorée. Donc, ma foi, je vais aller sur la suite. Mais voilà, avant ça, évidemment, avant d'aller sur la suite, nous, on va se faire le tirage au sort de ce que je vais lire ce soir, demain, je sais pas trop encore. Ouais, je vois du Akira, je vois du Fire Punch, peut-être encore un peu de manga. Hein. Il y en a pas mal du manga, en vrai, dans la pile à lire. Il y a aussi beaucoup de comics, beaucoup moins de BD. Je sais pas, je peux vous dire exactement combien il y en a en vérité, hein, puisque c'est moi qui fais ce petit document. Il y a 82 éléments, il y a 82 titres qui peuvent être tirés au sort là. Donc on a de quoi s'amuser. Bah écoutez, je vous propose le petit doigt magique. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti, je me suis un peu décalé, non ? Eh bah allez, vous allez pouvoir voir en gros plan ce qui va arriver. Je vois Boutafukaz, ça me terrifie. Oh oui, oh oui, oh oui, c'est beau ça. Voilà, c'est que des titres qui sont dans la pile à lire depuis très récemment. Mais écoutez, c'est aussi des choses que je dois lire. Là, on va partir sur Oleg, qui est juste là, de Frédéric Peters. Frédéric Peters, moi, ça a été un énorme coup de cœur sur Pilule Bleue. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, j'en ai déjà parlé également sur Ex Libris. C'est une lecture imposée par un certain Apo qui m'a imposé Pilule Bleue. En parlant avec des personnes en Angoulême, ils m'ont dit, bah, tu sais qu'il a fait Oleg aussi, qui est dans la même ligne, c'est-à-dire une ligne très biographique, autobiographique. Et je me suis dit, bah, je veux lire Oleg. Je ne sais pas du tout encore de quoi ça va parler, a priori quand même de la vie de Frédéric Peters, sûrement après, je ne sais pas, peut-être sur un autre pan de sa vie. En tout cas, cette édition est juste magnifique, c'est chez Atrabile, comme l'était Pilule Bleue. Et j'ai très très hâte de retrouver les dessins de Frédéric Peters, sa narration, son honnêteté, sa transparence, bref, tout ce que j'ai adoré dans Pilule Bleue. Apo, lui, je crois, a même préféré Oleg, c'est vous dire. J'ai extrêmement hâte. Mais écoutez, je lis Oleg, je vous en parle tout de suite après. Je sais même pas si on attendra demain pour le faire. Dans tous les cas, moi, je vous tournerai ce deuxième segment demain. Mais
Ah, j'ai trop hâte. Allez, c'est parti. Voilà les amis, nous sommes lundi 10 mars, il est 20h42, je suis arrivé depuis à peu près 1 heure chez moi. Juste eu le temps de manger et là j'ai envie de me poser. J'ai envie de me poser dans mon canapé avec un bon bouquin. Mais ça, je le saurais qu'avec le tirage de la Pale Roulette. Alors je sais, la Pale Roulette nous a sélectionné un manga, une BD, peut-être qu'il y aura du comics aujourd'hui. En tout cas, moi j'ai lu Oleg, qu'on a tiré au sort hier soir. Oleg donc de Frederick Peters. Je vous ai pas précisé un peu pourquoi j'attendais beaucoup ce bouquin et pourquoi Apo me l'a prêté en fait. Je lui ai dit il faut absolument que tu me l'amènes parce que j'ai adoré Pilule Bleue. Pilule Bleue, je vous ai dit, c'est sur comment est-ce que Frederick Peters a vécu sa relation avec une femme atteinte du VIH et également sur qu'est-ce que c'est que la beau-parentalité et notamment avec un gamin qui est également atteint du VIH. Donc je me demandais ce que Oleg allait nous raconter un peu dans cette même veine. On est effectivement dans la même veine. Frederick Peters va encore une fois nous raconter sa propre vie. Et ça, on le reconnaît très bien parce que c'est la même manière qu'il a de se dessiner qu'il avait déjà dans Pilule Bleue. Moi, c'est un dessin dont je suis extrêmement fan. J'aime beaucoup le trait de Frederick Peters. Là, Oleg, ça va nous raconter deux choses. D'abord, dans un premier temps, comment est-ce qu'un auteur trouve une inspiration. Voilà. Il va essayer plusieurs petits speeches. Souvent, sa femme va lui dire « c'est pas fou ton truc !» Et en fait, il est dos au mur, quoi. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis des années qu'il n'a pas vraiment d'inspiration, qu'il n'a pas vraiment de bouquin d'avance, et il sait pas trop quoi faire, quoi. Il se perd un peu dans une routine. Bref, c'est le syndrome de la page blanche, quoi. Jusqu'au moment où il va arriver un événement important dans sa vie qui va un petit peu débloquer tout ça. Qu'est-ce que j'ai pensé de Oleg ? Bon, déjà, j'ai adoré. Voilà, vraiment, partez de ce principe-là. Tout ce que je vais vous dire, c'est via le prisme de « j'ai adoré ». C'est génial. Frederick Peters qui parle de sa propre vie, je ne l'ai pas lu sur d'autres titres encore pour l'instant. Hein. Je le connais que via ces deux titres qui sont hyper personnels, hyper biographiques. Et il y a une honnêteté, il y a un truc qui est vrai, qui transpire dans ce bouquin, et ça fait un bien fou. Et ici, le petit reproche que j'ai, et qui fait que je préfère Pilule Bleue, bon, déjà parce que Pilule Bleue c'était une vraie surprise, je m'attendais pas du tout à lire ça. Là où Oleg, il y avait des attentes. Dans Oleg, il va nous raconter la vie de Frederick Peters en la racontant à la troisième personne et en parlant de la vie de Oleg, qui serait un personnage fictif qui fait partie de la première histoire qu'il nous raconte, et finalement toute l'histoire après il nous la raconte du point de vue de Oleg. Oleg a une femme qu'il aime beaucoup, Oleg a une enfant avec qui il a cette relation-là, etc., etc. C'est évidemment la vie de Frederick Peters narrée à la troisième personne via le personnage de Oleg. Ça donne un vrai cachet au titre, parce que sous couvert d'écrire un bouquin, en réalité, est écrit ta propre histoire, dans les deux sens du terme. Il écrit sa propre histoire dans Oleg, mais puis il l'écrit dans la vraie vie, tout simplement. Donc, c'est très beau, et la note d'intention, je la comprends. Mais du coup, tu perds un truc que j'adorais dans Pilule Bleue, qui était que il faisait ça uniquement par kiff et sans filtre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de note d'intention. Il n'y avait pas de filtre, il n'y avait pas de mise à distance. Là, le fait de parler à la troisième personne, etc., par le biais artistique, c'est un peu chiant ce que je suis en train de raconter, désolé, il est tard. Par le biais artistique, en fait, Frederick Peters met une petite distance avec le public. Et ça se comprend, c'est hyper personnel en vrai. Donc ça se comprend, et c'est un mécanisme de défense totalement logique. Et ça, on n'enlève rien au bouquin. Mais du coup, j'ai préféré Pilule Bleue parce qu'il y avait une sorte de saut dans l'inconnu, de ma part et de la part de l'auteur. Une sorte de mise à nu, sans filtre. Et puis tu comprenais en plus dans sa démarche qu'il n'avait pas du tout l'intention que ça fonctionne véritablement, que ça devienne un succès. Et il y a un autre truc, c'est que dans Oleg, il n'arrête pas de nous parler d'un succès qu'a eu Oleg, qui est auteur de BD. Il y a un succès BD qu'il a eu, je sais plus comment s'appelle le bouquin, mais... Et tout le monde,
dans tous les festivals, dans toutes les rencontres, lui dit c'est pour quand la suite. Son éditeur lui demande, le public lui demande, tout le monde lui demande c'est quand la suite. Et à chaque fois, il dit qu'il n'est pas en train de travailler dessus. Ben, je peux pas m'empêcher de penser que Oleg, c'est un peu sa réponse à c'est quand la suite de Pilule Bleue. C'est quand la suite de ça. Ben, la suite, elle est là. C'est pas vraiment une suite déjà, mais surtout, ton personnage arrête pas de dire non. Est-ce qu'il y avait besoin de le faire? Probablement, parce que je pense pas qu'il l'aurait fait sinon. Et encore une fois, je rappelle, c'est un kiff total. C'est une de mes meilleures lectures de l'année, Oleg. Là, vraiment. C'est juste que Pilule Bleue a pété un plafond de verre qui est quasiment inatteignable. J'ai vraiment adoré Pilule Bleue et je vous conseille d'aller sur Pilule Bleue tous les jours. Oleg, je suis très content de l'avoir lu. Mais j'espère que vous comprendrez un petit peu ce ressenti, peut-être dit un peu maladroitement, mais c'est mon ressenti sur Oleg. En tout cas, pour l'instant, on est quand même sur 2 titres que je kiffe plutôt pas mal cette semaine. Mais, vous le savez, on va tirer au sort un 3e titre. Je vous propose que je me décale et qu'on accueille la pâle roulette. Vous voyez sur la pâle roulette, pour l'instant, on a du Power Rangers. Eh oui, c'est le nouveau titre Power Rangers, le volume 5. Très hâte de découvrir ce que c'est, ce que nous sommes de Zep, ou encore, comment ça, ces contes, les contes, je sais plus comment c'est, les contes, des histoires troublantes. Voilà, recueil d'histoires troublantes, qui est un manga. Encore une fois, tu vois, ça prouve que je lis un peu de tout en ce moment, quoi. Bon, évidemment, là je lis en un jour chaque bouquin. J'ai un peu peur de tomber sur certaines intégrales. Il y a des trucs qu'il faut que je lise depuis longtemps, mais tu vois, un Batman Rebirth, Batman Nightfall ou Mutafukaz, hein, le gros intégral, ça me fait un peu peur. Surtout demain, où j'ai une journée assez chargée au taf. Je sais pas la quantité que je vais pouvoir lire, mais en tout cas, j'ai mis tout, j'ai tout mis dans la pâle roulette. Donc 3, 2, 1... J'ai très peur. J'ai très peur. Et c'est pas la roulette qui, j'ai l'impression d'être en train de présenter la météo. Oblivion Song Asadora, Fairest Billy Bat, plutôt. Et ce sera plutôt le tome 2. Alors c'est intéressant, plutôt tome 2. Pourquoi c'est intéressant? Faut que je vous explique rapidement. Alors plutôt c'est intéressant pour 2 raisons. La première, c'est que, vous le savez, ça fait des mois et des mois que j'annonce qu'il y a un 7 jours pour découvrir Urasawa, que j'ai tourné en partie et pas en entier, ce qui fait qu'aujourd'hui il n'a plus vraiment de sens, ce 7 jours pour découvrir Urasawa. J'ai envie de le faire autrement parce que j'ai découvert cette série d'Urasawa 7, du chiffre 7, série d'Urasawa, et j'ai envie de vous parler de ces 7-là, mais ça sera probablement pas dans ce format des 7 jours pour découvrir. Mais bref, du coup, plutôt il s'inscrivait dans cette démarche à la base, et c'est le 2e tome du coup de cette série. Donc plutôt de Urasawa. 2e raison pour laquelle plutôt c'est particulier, c'est que j'ai déjà vu l'animé. Donc, ça sera pas une surprise. C'est cool, parce que moi, ça va me faire une lecture un peu chill cette semaine, que j'ai déjà lu, que j'adore, pas vous mentir, j'adore plutôt. Et je vais pouvoir vous en parler rapidement. Je lis ça, je vous en parle demain, ce qui sera mardi pour moi, et on continue cette semaine un peu folle. Let's go! Ah oui, qu'est-ce que je te dise? Évidemment que c'est trop bien. J'ai lu Pluto, tome 2. Bon, si vous connaissez pas Pluto, c'est vrai que je ne l'ai pas trop résumé. Ça se passe donc dans le monde créé par Tezuka, qui est un monde futuriste dans lequel une grosse guerre a eu lieu, qui est la guerre de l'Asie centrale, je crois, un truc comme ça. Et en gros, dans ce conflit, on a fait appel à des robots hyper développés, parmi lesquels les 7 robots les plus puissants du monde. Pas tous les citer, mais dans le lot, on a notamment Astro Boy, qui est le personnage créé par Tezuka, et Gezicht, qui est notre personnage principal, un robot ultra développé, un androïde, qui ressemble à 2 gouttes d'eau à un humain, et qui est un enquêteur de la police. Il fait partie de la police, tout simplement. Gezicht, c'est... J'essaie de vous retrouver une petite image où on voit Gezicht. Normalement, à peu près tout le temps. Pas juste en refeuilletant, je me dis, putain, il y avait vraiment des trucs de fou. Bon, écoutez. Voilà, Gezicht, c'est lui.
Et donc, on apprend qu'il y a quelqu'un qui souhaite éliminer les 7 robots les plus puissants du monde. Et ils vont essayer un peu de tous se retrouver avant qu'ils se fassent éliminer pour simplement mettre la main sur le coupable. Est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est un humain? Qui peut bien leur en vouloir? En tout cas, on va devoir replonger un petit peu dans leur passé. Et il y a plein de questions qui sont abordées. Encore une fois, moi, il y avait très peu de suspense parce que j'ai vu l'animé et forcément, c'est la même histoire. Mais en même temps, je peux pas m'empêcher de voir à quel point Urasawa est un génie. En fait, vraiment, c'est un génie de son art. Il maîtrise le rythme à une perfection qui est indécente, vraiment. Alors, c'est encore plus visible dans Monster, mais dans Pluto, il y a une gestion du rythme, de la qualité des dialogues, la qualité de la personnification des personnages, qui parfois vont être très robotiques, parfois au contraire vont s'exprimer de manière tellement humaine. Je trouve qu'il arrive absolument à jouer sur les règles de la robotique, qui sont... Ouais, ça, franchement, c'est vraiment masterclass, tu vois, je veux dire, vraiment, c'est une classe de maître de comment est-ce qu'on écrit de la SF, comment est-ce qu'on respecte une œuvre originale quand on l'adapte. C'est génial. Et tu vois dans je sais plus si c'est la préface ou la postface, où je crois que c'est le fils de Tezuka qui dit ouais, moi j'avais pas envie en fait qu'on réadapte l'œuvre de mon père, parce que Astro Boy, c'est son œuvre la plus culte. Hop, celle-ci, si vous connaissez pas Astro Boy, c'est tellement culte que t'as pas envie d'y toucher, ça fait peur de toucher à Astro Boy. Et il le dit lui-même, il s'en est à la fois éloigné et à la fois il l'a respecté. Bref, c'est absolument magique. Encore du manga, mine de rien, hein, on a encore lu du manga. J'espère qu'il va y avoir un peu de comics. Je vous promets que dans la pile à lire, c'est 80% de comics, quoi. Donc, écoutez, vous commencez à connaître la pâle roulette, le passage, du Bone, du Inferno Girl Red, que du comics. Hein, que du comics, dont de la VO. On peut tomber sur de la VO. Allez, vous êtes prêts maintenant, vous connaissez 3, 2, 1, pâle roulette. J'espère que chez vous, vous faites 3, 2, 1, pâle roulette. Attention, du Gotham Central, du Evol. Oh oui. Oh, ça on dit oui. Il est où? Là. On dit oui. On dit oui à Daredevil, le diable dans le bloc D. C'est le début du run de Brubaker et Michael Lark. Déjà, j'ai vu Gotham Central, j'avais envie de replonger dedans. La même équipe créative, presque. Mais surtout, il y a la série Daredevil, les gars, qui vient de reprendre, entre guillemets, ou qui vient de commencer, appelez-la comme vous voulez, Daredevil Born Again. Et ça m'a replongé dans Daredevil, je suis retombé en amour pour ce personnage. Et demain, en plus, il y a l'épisode qui sort. Je dis demain, je tourne ça mardi. Donc demain, mercredi matin, il y a le nouvel épisode de Daredevil, si je dis pas de conneries. Donc je suis trop à fond dedans. J'avais perdu un peu l'envie de lire du super-héros. C'était un peu cette idée, en plus, de faire la pâle roulette, aussi pour reconnecter avec le super-héros. Je suis trop content de tomber sur Daredevil. Ça va être une intégrale. Donc il faut quand même la bouffer. Mais en même temps, j'ai trop envie là. Je suis très content de ce tirage au sort, déjà parce que c'est du comics. C'est du Big Two, j'en lis très peu. C'est du super-héros et c'est Daredevil. Bref, tout ce qu'il faut pour que je sois très content. Trop bien. Écoutez, moi je vais aller lire ça directement là. J'avais oublié que j'avais ça dans la pile à lire. À tout de suite. À chaque fois, j'ai envie de vous dire bonjour et je me dis, mais en fait, ils en sont déjà à 4e review. Donc je pense que c'est pas très intéressant pour vous que je redise bonjour, mais en tout cas, chez moi, on est mercredi après-midi. J'ai gardé le casque. J'en ai pas besoin, c'est pas grave, écoute. Pourquoi? Parce que je viens de regarder l'épisode de Daredevil, évidemment. Et c'est lié à la lecture du jour. Vous l'avez vu, évidemment, j'ai pioché Daredevil, la première intégrale, par Ed Brubaker et Michael Lark. Alors, je peux vous spoiler déjà ce que j'en ai pensé en vous montrant quelque chose tout de suite. Ça, c'est l'intégrale 2. Ouais, je suis allé chercher la deuxième intégrale direct. Voilà. Je suis passé à Comic Zone à la fin de mon travail ce matin. Et je suis allé chercher, voilà, avec plein d'autres trucs. Mais on en parle ce week-end. On fera un petit live pour mon anniversaire ce week-end. D'ailleurs,
C'était hier au moment où vous regardez cette vidéo. Bref, j'ai acheté plein de trucs, dont Daredevil. Pourquoi ? Parce que j'ai adoré cette première intégrale. Ed Brubaker, Michael Lark, déjà quel duo Ed Brubaker, évidemment, moi j'adore, hein, ça fait partie des auteurs dont j'aime le plus le travail, notamment quand ça travaille sur du super-héros. Et puis Michael Lark également, que ce soit Lazarus, mais surtout Gotham Central, où il a déjà travaillé avec Ed Brubaker. Et là c'est beau, parce que il y a du Gotham Central dans Daredevil, mais en plaçant vraiment le personnage principal au centre de l'action, Daredevil. Et ce que j'ai trouvé magnifique, donc dans cette première partie, hein, c'est un run qui date du milieu des années 2000, on reprend juste après le run de Bendis, que j'ai déjà lu évidemment. Spoiler de la fin du run de Bendis, je vais pas trop spoiler, mais grosso modo Daredevil se retrouve en prison. Et Brubaker décide de reprendre exactement à ce moment-là. Daredevil, Matt Murdock, est placé en prison sous l'identité de Daredevil et de Matt Murdock. Hein. Il est considéré comme étant les deux. Donc le but ici, c'est pour Foggy Nelson, son associé et donc son avocat dans ce cas-là, ça va être de prouver que ce n'est pas Daredevil, hein, que Matt Murdock n'est pas Daredevil, et qu'il mérite une remise de peine parce que, notamment, il est handicapé, et surtout parce qu'il est innocent, quoi. Donc, derrière tout ça. En même temps, il y a des personnes qui sont totalement contre et qui vont tout faire pour le faire couler, voire même pour le tuer. Un des plans de ses ennemis va être d'éliminer quelqu'un qu'il connaît, je ne vais pas vous spoiler, pour le plonger dans une colère et pour le pousser à la faute, tout simplement, en prison. En prison vont se retrouver Matt Murdock, mais également Wilson Fisk, le Caïd, alias Frank, le Punisher, alias Frank. Frank Castle, pardon, le Punisher, même Bullseye, bref, il y a un peu tout le monde, et ça part très vite en cacahuète. Et là où c'est trop bien, c'est que Brubaker et Lark, ils en font un arc vraiment carcéral. C'est-à-dire que t'as une vraie montée du suspense, t'as une vraie tension, les combats sont géniaux parce que tu ressens l'impact des coups, il y a un truc très réaliste dans le personnage de Murdock, dans une vraie plongée de la psyché, qui est assez fou parce que il est torturé, en fait. Mentalement, il est torturé. C'est un personnage qui l'est déjà de base, mais là, il y a un truc assez fou, c'est-à-dire que même ses valeurs primaires imposées par la religion ou par son métier d'avocat sont bafouées. Il commence à plus croire en Dieu parce que comment continuer dans ces cas-là ? Et puis, même sa foi en la loi prend un coup parce qu'il est obligé tout simplement de mentir. Il est obligé de mentir sous serment. Et c'est le cas aussi de Foggy Nelson. Donc, en fait, ça crée une tension qui est assez folle et qui me pousse forcément à aller sur le tome 2. C'était assez fou. Je sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Si c'est le cas, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à ce qu'on puisse parler de ce run de Daredevil. Bon, sans spoiler évidemment, mais en tout cas, je suis très content d'être replongé dedans en même temps que la série soit sortie. Je trouve le hasard quand même vachement bien fait. Et puis un petit peu de comics. Voilà, ça fait plaisir cette semaine, un petit peu de comics. Bon les amis, vous commencez à la connaître. Voici la pale roulette. Et 3 comics qui sont affichés ici. Hein. Law, le dernier des dieux, et Sandman, que des suites, que des tomes 2 d'ailleurs. Mais ça sera peut-être pas ça. En tout cas, 3, 2, 1, c'est parti. Et là, les amis, je sais pas ce que je voudrais lire. En vrai, je trouve que la semaine, déjà, pour l'instant, a été très complète. Donc là, ça va être que du bonus, en vrai. Les 7 lames, Batman... c'est quoi, ça ? C'est Batman... Imposter. Je trouvais plus le nom. Je voyais plus où c'était écrit sur le titre. Batman Imposter, Mattson Tomlin, Andrea Sorrentino. Où il est, ce Batman ? Il est là. Batman Imposter, donc ça c'était celui qui était offert pour l'opération DC Black Label, il me semble. Donc ça devait être l'année dernière. Donc c'est en noir et blanc. On est voilà, sur du noir et blanc. Tac. Ça me fait un peu peur le noir et blanc. Je vous avoue que je suis rarement fan des œuvres qui sont pas pensées en noir et blanc et qui sont d'un coup publiées en noir et blanc. C'est pas quelque chose que j'apprécie souvent. Sorrentino, en plus, c'est un dessin qui est très particulier et parfois les couleurs sont presque importantes pour la compréhension.
On va voir ce que ça donne. En tout cas, je sais rien de ce titre, Batman Imposter. Au nom, j'imagine qu'il y a un deuxième Batman qui serait un Batman imposteur, du coup. À part ça, j'avoue que je sais pas trop quoi penser et quoi savoir de ça. Donc, ma foi, écoutez, pareil, ça fait un moment qu'il était dans la pile à lire. C'est peut-être le récit qui est depuis le plus longtemps parmi ce qu'on a pioché pour l'instant avec Daredevil. Donc c'est cool. C'est cool. Et puis, on a fait Daredevil, on fait Batman. Franchement, on est vraiment sur les gros super-héros. Et ben écoutez, ma foi, c'est parti. Moi, je vous en parle dans quelques secondes pour vous. C'est parti. Bon, j'aurais pu en choisir des semaines pour faire cette vidéo. J'ai choisi peut-être une des semaines les plus fatigantes depuis très longtemps à mon taf. Non seulement c'est la rentrée, on a pas mal de collègues absents. Je fais plus d'heures que prévu parce qu'on a des collègues absents. C'est très compliqué comme semaine et je pense que les cernes commencent à se voir. En même temps, c'est intéressant. Vous voyez que c'est vraiment tourné jour après jour et que je suis complètement déphasé. Un petit café. Petit café parce qu'on reste sur la chaîne et qu'il faut du café. Mine de rien, très mauvaise idée ce soir de prendre un café. Mais quand même, il faut que je vous parle d'un bouquin que j'ai lu. Évidemment, Batman Imposter, donc dans sa version noir et blanc, du DC, du Black Label Day. Je pense que je vais être très con dans ma manière de parler. Je suis fatigué et je dis à peu près n'importe quoi. C'est terrifiant. Terrifiant à quel point je sais plus parler. Parlons un petit peu de Batman Imposter. Je vais pas vous mentir, je n'en attendais pas grand chose parce que le personnage de Batman et moi, on a une relation compliquée. Et en même temps, on m'avait dit ça peut être un Batman qui va te plaire parce que très terre à terre, parce que pas du tout dans le fantastique, et c'est le Batman que j'aime, moi, tout simplement, le Batman un peu détective, un peu. En fait, un peu le Batman de Pattinson. Et c'est là où je vais être encore plus con dans ce que je vais dire. C'est presque trop Batman de Pattinson, là. C'est fait à peu près en même temps que le film, grosso modo. Le film est sorti un petit peu après le bouquin, mais grosso modo, ça doit se faire à peu près au même moment, je pense. Et surtout, c'est Mason Tomlin qui est au scénario, qui a participé au scénario de Batman premier volet et qui sera au scénario du 2. Et tu sens qu'il s'est énormément inspiré de ça. L'histoire, donc, on va avoir Bruce Wayne, Batman, qui est Batman depuis genre 3 ans, je crois, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est assez récent. Et qui va se retrouver, en fait, exposé devant le docteur Leslie... je me rappelle plus, Leslie Tompkins, qui est donc la fameuse médecin qu'on voit tout le temps dans les aventures de Batman, et qui va lui imposer un deal, en fait. Il est obligé de venir la voir tous les jours avant l'aube, sans quoi elle dévoilera son identité à tout le monde. C'est évidemment bienveillant, c'est pour lui dire vous avez besoin d'un suivi, et c'est un suivi qui va être médical, physique et surtout psychiatrique. L'idée, elle est très chouette. Et puis derrière, on va avoir donc un Batman tueur dans les rues de Gotham qui décide d'aller chasser les criminels et de les exécuter. Donc, comme je vous disais, effectivement, on a un plot au début qui, moi, me paraît assez cool, c'est-à-dire un Batman réaliste et en même temps une sorte de thérapie. Très cool, clairement ce que j'aime. Et puis il y a cette histoire-là de l'imposteur, qui du coup prend une grosse place, c'est quand même le titre du bouquin. Bon, ça, en vrai, très peu d'intérêt, quoi. Je veux dire, l'enquête est pas folle, elle n'a pas beaucoup de rebondissements, tu peux facilement voir venir le truc. C'est pas hyper original, enfin je veux dire, c'est quand même le plot de certains films assez connus de Batman, ou même un White Knight, tu vois, de Murphy, il y a de l'idée, quoi. Donc, bon, on n'est pas sur le truc le plus original. Donc niveau scénario, je suis vraiment 50-50, quoi. J'ai beaucoup aimé la partie très réaliste et thérapeutique. Je sais plus parler, les gars, je vous ai dit thérapeutique. Wow, on dirait le nom d'un Pokémon. C'est compliqué. Et à la fois, c'est tout le reste qui m'a vachement moins plu, quoi. Vachement moins... Et puis, je sais qu'un des gros points forts de Batman Imposter, c'est son dessin de Sorrentino. J'adore Sorrentino. Mais là, en noir et blanc,
moi, ça l'a pas fait, quoi. J'aime pas le noir et blanc. Je pense que c'est un récit que j'aurais dû lire en couleur, vraiment. Bon, en l'occurrence, si j'ai lu, c'est parce que je l'avais eu en noir et blanc, mais en fait, je sais à quel point il est fort, et pourtant, ça n'a pas marché, et ça m'embête parce que, en fait, c'est un dessin qui est très contrasté, par définition déjà, celui de Sorrentino, vous voyez. Et surtout, Sorrentino, c'est quelqu'un qui s'amuse sur le découpage. Sauf que là, en fait, le découpage, les couleurs, enfin voilà, typiquement ça, en fait, t'arrives presque à trop de contraste. Et du coup, son découpage, il paraît fade. Parce qu'il n'y a pas ces jeux d'ambiance à l'intérieur même des cases ou du découpage. Tu perds tout ça. Moi, j'identifie Sorrentino à Gideon Falls parce que c'est la série sur laquelle j'ai découvert. Et puis, il y a des découpages comme ça assez fous qui rentrent vraiment dans la psyché des persos. Tu perds ça. Et en fait, ça m'a presque fait chier de lire du Sorrentino en noir et blanc parce que je me suis dit, je suis en train de passer à côté de quelque chose. Et du coup, cette frustration-là, elle m'a pas quitté de tout le bouquin. Et en vrai, c'est un peu le ressentiment à la fin. C'est que je suis hyper frustré de ce bouquin. Il y avait beaucoup de choses pour me plaire. Le pitch, Sorrentino, même Mattson Tomlin, en vrai, j'aime bien ce qu'il fait. Que ça soit sur Vicious Circle ou même sur Berserker Bloodlines. J'avais bien aimé son récit, bref. J'aime plutôt bien ce qu'il fait. Mais là, force est de constater que c'est pas pour moi, quoi, vraiment. Et puis, je commence à me dire, peut-être que c'est Batman en général qui est pas pour moi. Alors, si jamais vous avez des récits de Batman plutôt terre à terre, mais en vrai, juste des récits de Batman que vous adorez, je suis chaud d'avoir des recommandations. Je sais qu'il y en a plein que vous adorez. N'hésitez pas, voilà. Faites-moi même des listes, si vous voulez, dans les commentaires. Dites-moi ce que vous voulez me voir lire sur Batman, pour un peu me réconcilier avec lui, parce que j'ai plus grand-chose, là. En tout cas, nous, on est parti pour une nouvelle pâle roulette. Je sais pas ce que j'aimerais lire. Je vous ai dit, Daredevil, Batman, du manga, de la BD, on a eu à peu près tout ce qu'il fallait. Eh ben regardez, du Batman, il en reste, finalement, dans la pâle roulette, puisque ça, c'est le Batman, je pense que c'est la 3e intégrale de Tom King. Alors pour le coup, j'ai déjà commencé à la lire. Donc si ça tombe dessus, bah, tant mieux pour moi, ça fera une intégrale assez fine. J'ai lancé, évidemment, ce qui me fait peur, je vais pas vous mentir, là tout de suite, vu les journées que je me tape, c'est de tomber sur une grosse intégrale, un gros Mutafukaz. Alors Billy Bat, ça irait, Akira, ça irait, le passage, bah Sorrentino, attendez, faut que je le retrouve, pas de toute façon, faut que je le retrouve, il est évidemment dans mes grands formats. Le passage, donc qui fait partie du mythe de l'ossuaire de Lemire et Sorrentino, le duo donc de Gideon Falls. Bon bah, et c'est marrant, je m'attendais pas à ce qu'on ait 2 fois le même artiste qui tombe dans la pâle roulette. Et surtout pas Sorrentino, parce que j'ai pas tant de trucs de lui non plus dans la pile à lire, quoique j'ai quand même les 3 récits qui composent le mythe de l'ossuaire et qui sont sortis à ce jour, donc le passage, des milliers de plumes noires et les résidents. Des récits qui me font un peu peur dans les 2 sens du terme, c'est-à-dire que j'ai un peu peur d'aller dessus parce que je suis pas très récit d'horreur et qu'a priori on est quand même là-dedans. En même temps, j'ai plutôt beaucoup aimé Gideon Falls, donc ça peut le faire aussi. Et il y a ce truc aussi des récits interconnectés qui me rendent un peu curieux. Donc en vrai, pourquoi pas ? Moi, je vais embarquer ça dans mon sac pour lire ça demain. Ça n'a pas l'air très long. Voilà. Et je suis content qu'il y ait du grand format et que ça fasse avancer un petit peu ma pile à lire grand format. Je pense qu'il reste encore une quinzaine de bouquins dans ma pile à lire qui soit du grand format. Donc c'est plutôt cool d'avancer là-dessus. Allez, c'est parti. Les amis, on arrive bientôt à la fin de cette semaine. Nous sommes vendredi. Vous l'avez vu, j'ai tiré au sort un récit horrifique qui s'appelle Le Passage. Alors, ça s'appelle pas juste Le Passage. En vérité, on est ici dans le mythe de l'ossuaire, un univers qui nous est proposé par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, donc les auteurs de Gideon Falls. Pour l'instant, on a 3 récits, Le Passage, Des milliers de plumes noires et Les Résidents. Entre Le Passage et Des milliers de plumes noires, je sais pas lequel est à lire en premier, si vraiment il y en a un à lire en premier, parce qu'ils sont sortis en même temps, et a priori, ils se répondent, mais de manière un peu indépendante. Voilà. Bon, j'en ai lu qu'un des 2, donc je peux pas vous dire. En tout cas, Le Passage, de quoi est-ce que ça nous parle ? On va suivre l'histoire de John,
qui va être envoyé. John, il est géologue et il est envoyé en fait sur une toute petite île, un petit îlot sur lequel il y a un phare. Et il y va pour enquêter sur un phénomène, simplement sur un énorme trou béant dans la Terre. On ne sait pas jusqu'où il va et où il mène. Et il va faire la rencontre de 2 personnes, un marin qui va le conduire jusqu'au phare, et de la dame qui y vit, tout simplement. Et au fur et à mesure que le temps passe sur cette île, il sent qu'il est un peu en train de devenir zinzin. Et que c'est sûrement lié à ce trou. Et il va être amené à l'explorer, ce trou. Voilà. C'est difficile de pas en dire beaucoup plus, parce que avec l'émir et Sorrentino, on est vraiment dans des ambiances tout le temps. Et donc, en vérité, c'est pas vraiment ce que ça raconte qui est important. C'est l'ambiance, le ton qui est donné. C'est ça qui est hyper important. Avec toujours, vous le savez, hein, ces découpages absolument fous. Voilà. Ce genre de découpage-là, qui fait vraiment remettre plein de choses en question. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce récit ? Je suis sceptique parce que je peux pas dire que c'est mauvais, parce que ça l'est pas du tout. C'est excellent dans ce que ça fait. Mais je suis pas fan d'horreur. Et ça le fait très bien, mais ça fait très bien un truc que j'aime pas trop. Donc, tu vois, comment tu te sens après ça ? J'ai envie de le conseiller à ceux qui aiment les récits d'horreur. Foncez, c'est vraiment génial. Moi, ce que j'en ai pensé, ça reflète pas vraiment ça, parce que les mecs qui vont aller sur le passage, ou les meufs, c'est des gens qui aiment ça de base. Enfin, je veux dire, sinon tu vas pas dessus. Moi, j'y vais dessus parce que je suis un malade des grands formats et que du coup, je les ai. Mais je vais pas sauter sur la suite, quoi. Bon, en tout cas, ce que j'en ai pensé, c'est que ça m'a fait écho à des récits que j'apprécie plutôt bien. J'ai pensé, bon, évidemment, dès que je pense à un phare, je pense à... Pardon, je baille, je suis fatigué, d'accord ? Il est tard ce soir. Je pense à The Lighthouse, évidemment, avec Pattinson, qui est un film absolument splendide, que j'aime beaucoup, qui, pareil, joue beaucoup sur l'ambiance d'un phare quand on est isolé sur ce petit monument, quoi. Je trouve ça... Enfin, c'est vraiment une histoire que j'adore. Et puis, il y a beaucoup de... Attention, c'est la comparaison facile quand on parle d'horreur cosmique. Vous le sentez venir ? Vous le sentez venir ? Un peu de Lovecraft. Et ouais, il y a un peu de Lovecraft, mais en même temps, quand tu fais du récit d'horreur, du récit cosmique, du récit d'ambiance, comme ça, avec de l'étrangeté, bah tu tombes facilement dans le Lovecraft, quoi. Et en même temps, parce que c'est l'émir, et que l'émir, il a 2 thèmes de prédilection, c'est la psychologie et l'horreur, et ben on tombe facilement dans l'horreur psychologique, parce que notre personnage principal, il va être amené à explorer quelque chose dans les méandres de sa pensée. Et en fait, à la fois ce passage, c'est le titre du bouquin, j'inventerai, ce gouffre-là, bah à la fois c'est physiquement un passage vers quelque chose, c'est un danger physique, et à la fois, c'est évidemment une représentation très premier degré du gouffre dans lequel tu peux tomber, psychologiquement parlant. C'est-à-dire que là, il est au bord de la folie tout le temps, au bord de ce précipice, finalement. Et est-ce qu'il va tomber dedans ? Est-ce qu'il va rester à la surface ? Bah, je trouve que la métaphore, elle est simple quand elle est prononcée comme ça. En réalité, l'émir, il fait bien plus que ça, et je trouve ça assez dingue, en vrai, ce que fait l'émir là-dessus. Donc, et Sorrentino. Parce que là, pour le coup, l'émir, il serait mis avec quelqu'un d'autre. Le récit, il perd 90% de son intérêt. Sorrentino est magistral là-dessus. Il est fou. Que ça soit le travail des ombres. Bon, la compo, j'en parle même pas. La compo de Sorrentino, c'est ouf. La lumière, comment il utilise la lumière, c'est génial. Et puis, une fois que le passage est franchi,
il se réinvente, il réinvente son style. Le gars est ouf, quoi. Donc, encore une fois, pas mon style parce que pas mon genre de prédilection. Par contre, pour les gens qui aiment ça, bah c'est servi sur un plateau d'argent. Là, vous avez ce qu'il vous faut. Vous allez kiffer. Voilà. Bon. Trêve de blabla. On est là pour notre dernier tirage au sort. Qu'est-ce que vous voudriez voir, là? Vous pouvez faire pause, hein. Vous pouvez aller taper dans les commentaires le bouquin que vous aimeriez voir. En tout cas, moi, je me décale. Vous commencez à le savoir. Et elle est là avec du Ninjak, qui a rejoint la pile à lire tout récemment. Petite réception du côté des copains de chez Bliss. On a du Y, le dernier homme, ça c'est le tome 2. Et puis on a Kill Lock également du tome 2. Attention, 3, 2, 1, roulette. Et ça défile. Là, il y a tellement de récits, les gars, que j'ai depuis si longtemps dans la pile à lire. Omega Men, tu vois, typiquement... Je finis ma phrase. Omega Men, typiquement un des récits que j'ai depuis plus longtemps, et ça va rendre fou certaines personnes qui n'arrêtent pas de me dire « lis Omega Men ». Bah non les gars, on va lire un truc bien plus récent. Ultimate Universe. Alors oui, c'est pas le même bouquin que sur la pale roulette, pour la simple et bonne raison que c'est une couverture que j'ai eue dans le blind pack. Il fallait être là pendant le 27 heures. Le blind pack, vous savez, c'était quelques couvertures, et on pouvait en avoir une variante, notamment celle de Chris Samney, qui est en foil comme ça. Je suis très content. Non, bon, bah, ça, c'est un récit que j'ai acheté il y a, je sais pas, il y a une semaine. 2 semaines. 2 semaines, du coup, c'était avant le 27 heures. Donc, j'ai acheté ça il y a 2 semaines. Je vais pouvoir le lire. Ça me régale. Ça me régale. Non, je suis très content. Ultimate Universe, c'est vraiment un récit que j'adore. Pour l'instant, en tout cas. Donc, j'espère que ça va continuer et que je vais m'éclater dessus. Mais ça, faudra rester encore quelques minutes pour le savoir. Pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, ce sera dès demain pour le dernier tournage de la semaine. À tout de suite. Non, bah non. Je vais pas garder cette casquette. Voilà. Ultimate Marvel. Qu'est-ce qu'elle est moche! Ah, c'est fantastique. C'est la seule fois où vous me verrez avec. Je viens de recevoir ça, les amis. Elle est magnifiquement dégueulasse. Ah, je trouve ça splendide. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce dernier jour dans lequel je vais vous parler, évidemment, de cette dernière lecture de la semaine. Le Ultimate Universe, tome 3, dans cette magnifique cover, évidemment, de Chris Samney. Qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? 2 chapitres des 4 séries principales, en fait. Donc on va avoir 2 chapitres d'Ultimate Spider-Man, 2 chapitres d'Ultimate X-Men, 2 chapitres d'Ultimate Black Panther et 2 chapitres d'Ultimate Universe, enfin Ultimate quoi. Les Avengers, bref. Donc 8 chapitres. En vrai, pour 16 €, 8 chapitres, je trouve ça cool, non? J'ai l'impression que d'habitude c'est moins. Bon, après c'est du souple, tu vois. Mais franchement, c'est vraiment bien, je trouve, en termes de rapport qualité-prix. Et la qualité, on va en parler. Parce que Ultimate, moi, c'est vraiment un coup de cœur depuis les 2 derniers tomes, quoi, les 2 premiers. C'était vraiment génial, quoi. Moi, j'avais adoré. Alors, plus un coup de cœur sur certaines séries que sur d'autres. Par exemple, moi, j'adore la série Ultimate Spider-Man. Je trouve que c'est vraiment le Spider-Man que j'adore lire. J'adore ça. Ultimate X-Men également. Voilà, j'adore. J'adore Ultimate X-Men. Je trouve ça vraiment trop chouette, hyper frais. Qu'est-ce que j'en ai pensé là, aujourd'hui? Eh ben, écoutez, Ultimate Spider-Man, bon, ça avance pas trop dans ces 2 épisodes. On découvre le Wilson Fisk de cet univers, qui est sympa. Franchement, c'est sympa. On en découvre un peu plus sur le passé de Harry Osborn. Et voilà. Grosso modo, pas grand-chose de plus. Mais c'est toujours sympa. J'adore le ton qui est employé. Et surtout, j'adore ce Peter Parker. Je le trouve hyper attachant. Ce petit papa poule, je trouve ses enfants adorables, MJ aussi, enfin bref, toute cette petite famille est trop chou et j'adore suivre ça. Donc, première partie validée. Deuxième, c'est Ultimate X-Men, et je trouve Ultimate X-Men que c'est la série qui prend finalement le plus de liberté
Et c'est cool, en fait. Il n'aurait pas fallu que toutes les séries prennent autant de liberté, ça aurait été compliqué. Mais une série dans le lot qui vraiment vient chercher des nouveaux personnages, vient t'introduire un nouveau cadre, etc., je trouve ça vraiment frais. Et moi, j'adore. De toute façon, j'adore les dessins de Peach Momoko. Et ici, encore une fois, je trouve ça splendide, quoi. Regardez-moi, ces combats-là, qu'est-ce qu'ils sont bien. C'est ouf, hein. Non, je trouve ça top. Ultimate X-Men, au même niveau que Spider-Man, je trouve vraiment que c'est des séries qui sont hyper agréables à lire. Moi qui lis jamais de X-Men en plus, ça me dérange pas finalement de pas retrouver les personnages que les gens ont l'habitude de lire. Et je comprends la frustration des gens, ouais. La troisième, c'est Ultimate Black Panther. Alors ça, c'est celle que j'aime le moins. Non pas que j'aime pas. Franchement, je prends plaisir à la lire. Mais si ça avait été que de ce niveau-là, je sais pas si j'aurais été autant impatient sur les tomes, tu vois. C'est sympa. Là, on t'introduit tout un délire avec une nouvelle matière de la puissance du vibranium. Bon, c'est cool. Franchement, c'est cool. Je trouve que ça tarde un petit peu à faire les choses. Alors, on a 2 issues par 2 issues, hein, donc c'est un peu normal, mais il faudrait que ça accélère un petit peu, parce que pour l'instant, je me fais un peu chier sur Ultimate Black Panther, pas se mentir. Et la dernière série, c'est Ultimates. Encore une fois, il y a un chapitre qui est vraiment cool, parce que c'est les merveilles oubliées, je crois que ça s'appelle. Et du coup, t'as les Marvels, en fait. Les merveilles, c'est les Marvels. Du coup, c'est les anciens. Les anciens héros Marvel de l'âge d'or qui sont exposés dans des vitrines et tout. Et on vient réveiller un ancien personnage qui d'ailleurs a son importance dans le récit Marvels. Donc je trouvais ça vraiment trop cool. C'est tous ces petits clins d'œil, y compris à Sentry et tout, je trouvais ça trop bien. Et puis le deuxième chapitre, qui pour le coup est beaucoup plus classique, avec combat, voilà, pas grand chose de plus à dire. Donc un tome 3 qui, pour toutes les séries, on est plutôt sur de la transition, sur des épisodes un peu lents, un peu calmes. Je trouve que ça aurait été intéressant d'avoir parfois des chapitres hyper intenses, parfois des chapitres plus calmes, mais alternés dans les séries. Alors, c'est un peu compliqué à mettre en place. C'est vrai que ça aurait été cool à lire. Là, on est sur du calme dans les 4 séries. Donc, très hâte du 4e. Heureusement, celui-là, je l'ai acheté avec 1 mois de retard, donc j'ai plus qu'1 mois à attendre pour la suite. Ça, c'est cool. Voilà, c'était trop chouette, et je suis content de l'avoir tiré au sort, même si, en vrai, de tout ce qu'on a lu, c'est le truc que j'aurais lu le plus rapidement, même si on le tirait pas à la palle, quoi. Voilà, c'est un peu la fin de cette vidéo, tout simplement. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous mettrez en commentaire comment vous souhaitez améliorer ce format. Est-ce qu'il vous a plu? Est-ce que vous voulez changer des trucs? N'hésitez pas. Moi, je vais me préparer, je suis en live ce soir pour mon anniversaire. Voilà, c'est mon anniversaire et j'ai lu du bon bouquin. C'est magnifique. On se retrouve très bientôt, nous, pour une prochaine vidéo, un prochain live. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches et ciao tout le monde.